Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? Une émission où on fait le tour des actualités régionales, nationales et on va un petit peu à l'international quand on a du temps. Bien sûr, cette émission où on réfléchit, on jase, on discute, on donne notre opinion sur les grands enjeux qui nous touchent ici et ailleurs. Et comme à chaque semaine, quelqu'un pour discuter avec moi et cette semaine ne fera pas exception aux autres semaines. Nous recevrons toujours l'extraordinaire Jules Simard. Bonjour, Jules Simard. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? On est en forme, mec. As-tu magasiné au Vendredi fou, au Black Friday? Que ça soit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi ou dimanche, c'est très rare que je magasine. OK. Quand tu veux quelque Donc, chose... le vendredi fou, non, je n'ai pas été attiré par cela OK. du tout. Mais effectivement, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour être leur client, que ça soit le vendredi fou ou à un autre moment. Ouais. Il y a quelqu'un d'autre à la maison qui s'en occupe. Bon, super. Je voyais des vidéos, en fait, tu voyais l'ouverture des portes des magasins aux États-Unis, au Canada, puis en Grande-Bretagne. Puis là, aux États-Unis, écoute, là, tu fais une chance que les gens ne manquent pas de denrées alimentaires, là, parce que là, ça se bataille pour des TV. Là. Au Canada, il y avait comme un peu de monde. Puis en Grande-Bretagne, il y avait un monsieur qui attendait. Il y a peut-être une forme de soufflement sur ces... là aussi, hein, ces façons de consommer... De toute façon, on consomme de plus en plus en ligne. Donc, oui, c'est ça. Techniquement, tu veux de quoi? Tu veux en profiter, dit. tu prends ton ordi, ton téléphone, ta tablette, et puis tu te la jettes live, là. Sur le long terme, il faudrait que nous voyons qu'est-ce que ça donne maintenant sur le commerce local. Oui, moi, je ferais un nouveau sport de combat avec ça. Même une TV dans le milieu, deux personnes qui aveuglent et qui peuvent se battre pour ça. Hey, on va passer de ce joyeux vendredi fou à quelque chose de beaucoup moins drôle. On va parler de Ville-Saguenay. Bon, on sait que durant la campagne électorale, on a parlé beaucoup de promotion Saguenay. On a tous les candidats, à l'exception du candidat du PCS, voulaient faire le ménage là-dedans. José Néron arrive et là, on réalise que c'est plus que du ménage qu'il y avait à faire. C'est un peu odieux ce qu'on trouve. Entre autres, le contrat de Ghislain Hervé, mais un contrat comme personne n'a jamais vu ce genre de contrat-là. Contrat de 10 ans à plus de 200 000 par année avec des primes de départ, un fonds de pension. Plus loin que ça, c'est que si on veut contester son contrat, c'est la ville aussi qui doit payer les avocats de M. Ghislain Hervé. Écoute, ça va très loin. Tout ça a amené aussi à la démission de Francine Tégobey, donc tous les gens qui avaient été placés là par le maire Jean Tremblay. On suspend aussi Priscilla Némé, la direction de Promotion Saguenay, mise sous tutelle de Promotion Saguenay, Diffusion Saguenay, zone portuaire. On veut voir, on veut comprendre comment la gestion de l'administration Tremblay se faisait. J'ai même pas fini mon préambule. Parce que M. Tremblay, qui était toujours dans les médias, qui avait toujours son mot à dire, il est introuvable, vend sa maison, ferme son compte Facebook. On peut comprendre comment il n'a assez des insultes. Parce que ça n'a comme pas de bon sens pour les citoyens. Et en plus de ça, aujourd'hui, on apprend que le centre communautaire qui était incendié à la baie, où on avait dit, bon, on n'a pas d'assurance, on ne pourra pas reconstruire. Finalement, l'argent, parce qu'il y avait des assurances qui étaient là, à la place d'être redonné aux organismes communautaires qui ont tout perdu, a été investi dans encore le quai de croisière de la baie. Ça en fait beaucoup. Combien de squelettes dans le placard on va trouver? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Où est Jean Tremblay? Oui, mais là, je pense qu'effectivement, il est parti. Il est parti. Tu sais, habituellement, après chaque élection où on a de nouvelles personnes qui entrent en fonction, on retrouve habituellement des squelettes comme ça dans le placard. Là, ça va un petit peu plus loin. C'est plus qu'un squelette ou deux. C'est un mode de gestion qui est quasiment mafieux. Là. Et on savait qu'il y avait, entre guillemets, une gamique qui dirigeait au niveau de Ville-Saguenay. Il n'y avait pas juste Jean Tremblay. Là. Il était peut-être le porte-parole, mais on savait qu'il y avait une gamique, comme on dit, là, qui menait à qui mieux mieux. Cette gamique-là, il semble que, d'après ce qu'on en voit, elle recevait
Elle recevait des fonds publics pour bien vivre. Hey, c'est fou, En fait, tu sais, moi, ça sur quoi ça m'interroge? Depuis quoi? 2009 qu'avait commencé la commission Charbonneau. Puis on avait commencé à nous sortir un peu, 2009 ou 2010, la commission Charbonneau, où on avait commencé à nous dire, voilà qu'est-ce qu'il y en est d'un système très bien établi. Le problème, là, c'est qu'encore aujourd'hui, là, il y a des systèmes bien établis avec l'argent public et on s'est à se demander à quoi ça sert la politique et à quoi ça sert d'élire des gens pour administrer les fonds publics, pour gérer les fonds publics. Ma question va aussi loin que cela quand je vois ce genre de choses-là. Où on dit souvent où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, mais là, on dirait que où est-ce qu'il y a de la politique, il y a juste de ça, du grenouillage, du cafouillage, puis oui, disons-le quasiment, là, du vol de fonds publics, Colin, au sein pour des personnes qui ont peut-être raison d'être là. C'est un conseiller, ça a besoin d'être là. Oui, mais là, il donne un contrat de 10 ans. C'est ça, de s'organiser. Je veux dire, c'est... Puis en plus, comment ça se fait que tu peux réussir à faire ça alors que tu es dans un domaine public où est-ce que le moindre sou, on doit savoir où il s'en va. Tu sais, quand tu signes un contrat de même, là, c'est qui là, qui l'a signé, le contrat, puis l'ont-tu lu avant de le signer? Là, ça, c'est encore drôle, parce que là, le contrat, on disait, on le trouve pas, il est perdu. Ah non, il est dans une fiducie. Ah, finalement, on l'a. Il y a comme plein de choses. Et là, quand Gérald Savard, qui a signé le contrat, dit, je l'ai pas lu, on m'a dit de le signer, je faisais confiance aux gens, tu fais... Mon Dieu, là, on a un travail à faire comme élu, je pense. Exact. Tu sais, c'est un peu se décourager de la politique. Ben oui, puis ça fait longtemps que je le dis, là, que, tu sais, Promotion Saguenay, entre autres, c'était beaucoup des taxes municipales qui étaient là, qui étaient non imputables. Donc, les gens n'avaient pas à nous dire qu'est-ce qu'ils faisaient avec cet argent-là. Puis on s'aperçoit que, je pense que Promotion Saguenay, c'est un outil extraordinaire, mais de la manière que c'était géré, là, avec la mise sur tutelle, là, je vais te dire une affaire, l'outil, là... Puis pourquoi les gens ne sont pas là quand on a des questions? Là? Parce que là, la reddition de comptes, ça va aussi pour ça. Là. On veut comprendre pourquoi ces contrats-là... Dans un certain sens, cette reddition de comptes-là, c'est fait lors de l'élection. Parce que là, c'est un tribunal public. Mais c'est pas là-dessus qu'on a voté, comme on dit. Ouais. Mais il y a eu une sanction qui a été faite quand on a mis, le PCS, on n'en parle plus. Là, donc, avec tout ce qui sort, là, il serait bien odieux de se repointer le nez. Il essaiera de ne plus sortir de l'eau, là, à tout le moins à court terme. Ouais. On sait qu'en politique, la mémoire dure 6 mois, mais il reste qu'il va falloir, ça va prendre plus que 6 mois pour régler la problématique que l'on a maintenant à Promotion Saguenay. Mais c'est vraiment assez pour se dégoûter. Quand on dit que les gens ne savent plus, sont dégoûtés de la vie politique, écoute, depuis 2010, tout ce qu'on parle, c'est de ça. Regarde, à l'Assemblée nationale, c'est la même affaire. On a des élus qui se font arrêter sans accusation, sans qu'on porte d'accusation parce qu'on est sur des dossiers de... On sait plus trop. Puis il y en a un en fin de semaine qui va nous dire, là, la presse me fait faire des affaires alors que, tu sais, je le sais qu'il n'y a pas d'accusation de portée. Mais à un moment donné, il y a des enquêtes qui se font. Non, puis quand ça fait, mettons pour le Parti libéral du Québec, là, ça fait 15 ans qu'on entend des rumeurs. À un moment donné, on peut penser qu'il y a anguille sous roche. Oui, à tout le moins, qu'il y a des façons de faire qui permettent de contourner ce qui est légal. Mais ça, là, on appelle ça un grenouillage. Et les gens, là, ils sont tannés des grenouillages et des cafouillages et aussi de ça, de ce graissage de copains et de copines à même les fonds publics. Parce que moi, puis moi, je suis capable de comprendre. Mettons, dans le cas de Mme Gobet, j'ai un ami à Jean Tremblay, il veut travailler avec, donne un contrat, capable de comprendre ça. Mais quand tu sais que tu démissionnes, je comprends pas pourquoi tu lui donnes un contrat aussi long.
Parce que là, qu'est-ce que ça fait? Là? Ça fait encore de l'argent public qui va être dépensé. Dans le cas du Ghislain Hervé, même chose. Oui. Là, je trouve que c'est exagéré. Puis j'entendais, je veux ton avis là-dessus, j'entendais le politologue Marcel Boulet qui disait ça ramène un peu l'idée qu'on devrait limiter le nombre de mandats en politique, autant municipal que provincial que fédéral, parce que plus on est là, l'usure du pouvoir se fait sentir, le copinage, on est dans notre paradigme politique, ce qui fait qu'on a l'impression qu'on a une impunité, en fait, de pouvoir faire ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu en penses? Mais tu as le phénomène, je ne sais pas jusqu'à quel point limiter des mandats, on sait que ça se passe aux États-Unis, mais à la minute où est-ce que tu te fais, que tu élis, que tu une nouvelle équipe ou une équipe qui entre au pouvoir, ce que tu vas faire, c'est que les gens qui sont en autorité avec toi, tu vas mettre des gens qui ont à peu près les mêmes idées et les mêmes façons de faire. Ça, c'est normal. Ça, comme on dit, là, les postes de sous-ministre, OK, tu les changes parce que la personne qui était là n'a pas tout à fait la même façon de voir avec toi. Ça, là, ça fait en sorte que c'est ce phénomène-là qui devrait peut-être être davantage transparent. Ouais. OK, quand tu procèdes, actuellement, on l'a-tu, c'est qui le nouveau sous-ministre de telle affaire ou le sous-ministre des richesses naturelles depuis que M. Lessard a pris le... Tu sais, pourtant, il a peut-être changé. Ouais. OK, pour qu'il y ait Puis on des le sait que affinités ces gens-là ont beaucoup de pouvoir. Ben oui, écoute, eux c'est dirigent qui les décide? ministères. C'est qui en bout de pouce, amène les dossiers sur la table au ministre pour qu'il signe? Parce que, vous voyez, ça arrive souvent que le ministre il a mis sa signature. Il ne l'a surtout pas lu, le document. Je ne te dis pas que ça se passe tout le temps, mais ça se passe assez régulièrement. Ça s'est sûrement déjà passé. OK, parce que tu te fies effectivement aux personnes qui sont là. Mais ça ne doit pas nécessairement conduire à faire en sorte que ce soit maintenant du copinage pour du copinage. Tu sais, c'est ça qu'il faudrait peut-être davantage baliser. Je ne sais pas encore de quelle façon, mais que de dire, bon, ben, on va te limiter. Je veux dire, si je me limite à des mandats, de 2 mandats, là, puis après ça, tu t'en vas, bien, 2 mandats, après ça, tu t'en vas, là, je m'en vais te faire juste remarquer un peu l'histoire électorale des 50 dernières années au Québec. Très rare qu'on est allé à 3 mandats, et même au Canada aussi. On dirait que la sagesse de l'électorat de la population fait en sorte que... 10 ans, ça fait pas mal. À 10 ans, là, ça commence à faire pas mal de stock que t'es là, OK, on va te changer, là, on va te changer. Puis c'était peut-être un peu ce qui est là. Tu sais, je veux dire, je reviens à la dernière élection municipale qu'on vient de vivre, où, à l'échelle de tout le Québec, des gens qui avaient, qui avaient fait de bonnes affaires, qu'on le veuille ou non. Là. Ça, on fait Tu sais, je veux montrer la dire, M. Coder, on dira ce qu'on voudra, là, mais c'est vrai qu'il a pris une ville qui était plus que dans la dèche, dans la dèche, pas juste économiquement parlant, au niveau même de la réputation puis tout ça. Il a réussi à remettre un aura. Oui, une aura, je ne me souviens pas. On voit tout ce qui a des liens avec la religion. Un aura à la Ville de Montréal, OK? Alors, puis donc, du jour au lendemain, on dit non, là, fini. On veut quelqu'un complètement nouveau, là. On est tanné. Mais en fait, ce de quoi on est tanné, là, c'est ce qui est en train, encore une fois, de se ressortir à Ville-Saguenay. C'est-à-dire, oui, le copinage puis la politique, c'est pas juste de ça. Mais le problème, là, c'est que là, on ne fait que ressortir encore de ça. J'écoutais un reportage à la télévision sur, justement, sur Ville-Saguenay, où on interrogeait entre guillemets, les gens de la rue, et les gens disaient « Ah, ça se passe pas mal partout pareil, hein? » Hey, quand on en est... Ça, là, c'est un défaitisme de dire une déclaration comme ça. C'est un défaitisme, En c'est fait, ça marqué, leur donne les coups des franges pour faire continuer. ben, continuez. Tu sais, continuez. Je sais bien que c'est une personne sur 65 000 là, qui ont dit ça, mais indépendamment de ça, c'est ce qui m'horripile le plus, moi, dans ces choses-là, au-delà du 200 000 du 300 000. Non, mais moi, ce qui m'horripile, là, c'est un peu la honte, là. Il me semble que c'est ta responsabilité, au moins, de venir expliquer. Ouais. De venir justifier, de venir parler, puis donner ton point de vue, parce que là tu donnes, en fait, là, le crachoir aux gens
là, ils disent ils comprennent pas. Ben, viens leur expliquer parce que les gens sont pas idiots non plus. Non, Là, c'est ça. Tout porte. Là, quand tu vois le détournement d'argent, écoute, on a pris de l'argent de l'assurance qui est de Calais pour la culture, pour envoyer ça encore dans le quai de croisière. Il reste que tu étais sur des immeubles. Là-dessus, ils ont reçu le simple fait qu'ils aient décidé de ne pas rebâtir. Ça, l'aspect politique est plus là. OK, oui, c'était des sauf organisations. Que quand tu parles aux organisations là, qui disent non, ils n'ont pas donné d'aide. Non, il n'y a rien eu sur le show. Mais ça a arrêté le mais c'est parce qu'elle n'appartient pas. Hein? Elle n'appartenait pas à l'organisme non plus. Là. Non, mais, la bâtisse, mais on aurait pu. Non, mais il y a plein de bâtiments à Ville-Saguenay qui sont vides. Il aurait pu réutiliser. Écoute, on aurait pu s'organiser à faible coût, là, tu sais. Mais juste de ne pas le faire, puis prendre l'argent, puis sournoisement la mettre ailleurs dans ce que tu considères comme la sainteté des quais de croisière. D'ailleurs, je n'ai jamais compris c'était quoi le trip d'aller voir un bateau arriver puis repartir. Mais bon, ça, c'est peut-être moi qui est débile. En tout cas. Ça ne fait pas partie de ta culture. Non, mais pour vrai, là, je trouve que c'est très, très colonialiste, en fait, là, néocolonialiste, ce genre de choses-là. Pourtant, les gens aiment ça. Moi, je veux pas la vérité. Là. Moi, je n'embarque pas là-dedans. Changeons de sujet, mais restons au même endroit. Parlons de la pêche blanche. Oui. Parce que là, la pêche blanche s'en vient, on sait. Les règles se resserrent, la sécurité, ça devient de plus en plus compliqué. Et là, les gens commencent à trouver que ça en fait, surtout dans le village de pêche de la baie, parce que là, d'année en année, c'est toujours de plus compliqué. Bon, quelle la cabane peut rentrer avant, l'épaisseur de la glace, etc. Ça reste une industrie qui est très lucrative quand même. Là. Il y a beaucoup de gens qui y vont. Ça fait, puis je veux dire, c'est convivial aussi. Là. Le village de pêche, c'est agréable, c'est beau. Là, il y a des gens qui ont des solutions. Il faudrait peut-être arroser, On fait quoi avec ça? Est-ce qu'on laisse la nature aller? Est-ce qu'on s'immisce encore là-dedans? Parce que mettre des règles de sécurité, je peux comprendre. On est dans cette terre-là du temps. Il y a une obligation sociale d'avoir les règles de sécurité pour pouvoir... Mais on dirait qu'à chaque année, c'est tout le temps de plus en plus sévère. Oui, de plus Pourtant, il n'est arrivé aucun drame. Là. Oui, mais mieux vaut prévenir que guérir dans certains cas. Ça, moi, je pense que sur la question des règles de sécurité, afin d'encadrer la pratique de ce genre d'activité-là, on se doit de mettre des règles et de les faire respecter. Ou, tu sais, il en coûte quoi maintenant aux gens d'aller installer leur cabane sur le Saguenay? Oui. Un coût de quoi? J'ai aucune idée. OK. Est-ce qu'il y a un coût de location? Oui, c'est clairement. Moi, j'ai déjà loué, mettons, pour une fin de semaine, il y avait un coût. Fait que j'imagine quand tu as mais là, c'était à la personne. C'est la personne qui avait la cabane que tu louais? C'était pas une municipalité, c'était pas la ville? Ah, ouais, peut-être. Moi, là, j'aimerais ça savoir. Si je paye un coût pour aller placer ma cabane sur le Saguenay et que ce coût-là représente ce que ça coûte pour faire un entretien, là, je dirais, oui, j'exige que, parfait, si ça nous prend 12 pouces, 20 pouces de glace pour être capable d'embarquer dessus, la ville, écoute, je te donne un loyer, moi, là pour être là, maison de l'eau, puis fais-moi les pour que je puisse l'avoir le plus rapidement possible. Ça, je serai en mesure d'exiger. Mais si j'ai pas de... Tu sais, si j'amène ma cabane, puis je l'installe, parce que c'était là où j'étais l'année passée. Regarde, là, ici, on a des... On l'a aussi à Vauvert. Ouais. Hein? À partir du mois de janvier, février, il y a des gens qui vont placer leur cabane pour pouvoir aller pêcher. Ça leur coûte rien. En même temps, ils peuvent pas trop chialer ou demander des bien là, moi, pourquoi est-ce que c'est que je commencerai à exiger? Par contre, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, comme à Vauvert, c'est vrai, il n'y a pas personne qui a perdu de leur... il n'y a pas eu de perte de vie, puis il n'y a pas eu de perte de biens. Mais le jour où il y en aura une, parce qu'on a installé justement nos cabanes, trop de bonheur, bien là, moi, je me dis, dépendamment de ce que tu payes, là, OK? Ouais, si tu payes, puis que moi, je m'assure que tu vas avoir une place pour aller placer ta cabane que ce soit sur le lac Saint-Jean ou que ce soit à l'autre place, bien, je veux dire, en payant,
oui, je t'assure que tel et tel service est là. Et entre autres, un service de sécurité, c'est nécessaire à ce moment-là. Est-ce que, tu sais, quand on me parle, oui, de millions de millions ou de centaines de mille dollars de revenus qui viennent pour cela, c'est vrai que c'est une activité qui a une conséquence économique importante, sans dire que c'est la mer à boire, excuse-le, mais, Non, mais il reste que ça a une importance économique, et sociale une aussi. activité. Oui, aussi, oui. Maintenant, le coût, est-ce que les gens payent peut-être... Moi, ce que je voulais savoir, puis je ne sais pas, je ne suis pas capable Non, de moi non répondre plus. là-dessus, Faudrait... mais je pense qu'il y aurait... Si effectivement je paye un droit pour pouvoir transporter ma cabane à cet endroit-là, sur la rivière, et pouvoir pêcher tout l'hiver à peu près au même endroit, c'était ça. Bien là, moi, oui, je suis en mesure d'exiger de la part de la municipalité ou de toute autre instance, si c'était le ministère, le loisir, chasse et pêche qui l'accorde, bon, ben oui, je suis en droit d'exiger des droits, donc des services et de la possibilité d'avoir une saison aussi. OK. Restons durant l'hiver parce que là, la neige est là, je pense qu'elle va rester. Sentier de motoneige, ça commence, mais cette année, nouveauté, on a fini les passerelles sur le lien intégrateur, en fait, qu'on a ici dans le nord du lac. Donc, ça va être génial. On a fini 2 ou 3? 2 sûrs. Je pense que la 3e n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. C'est celle qui va sur la rivière, sur la rivière Aura, elle est faite. Elle vient d'être faite. Sur la rivière Mistassini, elle est faite. Et sur la Périboca, j'aime mieux pas m'avancer. Là. Pour les skidoo, il n'y a pas de problème. Ils passent sur la glace. C'est surtout pour les quads, à ce moment-là, que ces passerelles-là ont une utilité. Ils vont avoir aussi une utilité pour les skidoo. Ben oui. OK? Mais au départ, tu pouvais passer sur la rivière avec... Sauf que là, tu sais qu'il n'y a pas de danger. Tu sais, je veux dire... Oui, au moins, c'est ça. Tu regardes l'élément de la sécurité est quand même là. Je sais que au niveau là, de l'association, pas de l'association, mais du... L'association des motoneigistes? Non, pas des motoneigistes. Les sentiers de motoneige. L'organisation qui s'occupe du parc des Grandes-Rivières. Oui. OK, bon. Qui a été chapeauté cette question-là du lien intégrateur au niveau de la MRC. Là, ils font une activité pour être en mesure de démontrer et de présenter le circuit comme il faut aux gens du secteur en particulier là, pour pouvoir d'acheter une carte pour pouvoir l'utiliser. Pour l'avoir fait une année, OK, alors c'est vrai, je l'ai fait, mais moi, il n'y avait pas de passerelle là, quand je l'ai faite. Et pour l'avoir fait une année, c'est vraiment une activité qui peut être intéressante. C'est tout près de 260 km de motoneige. Là, tu es dans la neige, en mot, tu as dit, où est-ce que tu es là, exact. Des paysages sont... bon, on les connaît, nos paysages. C'est de très beaux paysages que nous avons. Tout un sentier bien balisé et on a pu obtenir tant de la MRC, des budgets de la MRC, que des budgets qui sont octroyés pour l'entretien de ces passerelles-là au club de motoneige du secteur. Donc, on a pu regrouper tout cet argent-là pour procéder à l'entretien du 265 km. Moi, quand je l'ai fait, on l'avait fait en 2 jours. OK, on était parti le matin, couché on était parti de Normandin, fait tout le tour. Tu es vraiment au nord. Là, il s'agit de voir qu'est-ce qu'il va y avoir maintenant comme bretelles aussi pour aller peut-être un petit peu plus dans les municipalités. Je sais que c'est à se déterminer, ça va faire partie. Mais ça va nous permettre de rejoindre de Normandin au Mont-Valin. C'est fou, hein? Tout un passage. Où est-ce que tu vas? On le sait, au Mont-Valin, ils en font depuis quelques semaines, eux autres, hein, de la motoneige. Donc, ça va permettre, oui, fort probablement, d'amener procéder au développement de
de l'activité touristique dans Ça le va milieu. amener aussi, on sait qu'on est le paradis de la motoneige, fait qu'autant nous, les gens d'ici, on va pouvoir aller au Mont-Valin, mais autant ça va amener aussi les gens Exact, c'est du ça. Saguenay vers chez L'idée était là. L'idée est là et c'est pour ça qu'on va certainement avoir toute une industrie d'hébergement, de restauration qui va aussi se greffer fort probablement avec les années Peut-être que sur le la film. chocolaterie va faire des petites motoneiges en chocolat. Ah, ça peut arriver. Ça faudrait qu'on leur en parle. Pour vendre ça. Parlons maintenant de l'industrie forestière. Deux nouvelles. Bon, premièrement, le gouvernement fédéral décide de contester le conflit sur le bois d'œuvre devant le tribunal de l'Organisation mondiale du commerce. On sait que ça s'était déjà fait par les années passées. Oui. L'OMC a toujours donné raison au Canada. Maintenant, le problème, c'est pas là. Le problème, c'est que ça prend 3-4 ans avant d'avoir une décision. Et on parlait de 28 ans l'année passée pour avoir une condamnation. Oui, c'est ça. Fait que là, durant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Mais d'un autre côté, le gouvernement a enfin statué après, écoute, je ne sais plus combien d'années, un territoire pour une aire protégée pour les caribous forestiers, une aire de 10 200 km², tout cela entre la Côte-Nord et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, environ 200 km au nord de Bécomo. Donc, ça, c'est un pas dans la bonne direction quand même. Ben, c'est un pas pour la Pour le protection caribou, du mais caribou, aussi pour l'industrie forestière. Parce que, tu sais, de ne pas savoir, c'est ça le problème. Une fois qu'on le sait, ben là, on peut s'ajuster, non? Ben, oui, la question, c'est que si tu étais dans un secteur qui appartenait, où les droits de coupe avaient été cédés à quelqu'un d'autre, à une entreprise quelconque, puis que là, tu décides de faire une apothéose dans ce coin-là, bien, je veux dire, il faut que tu t'organises pour qu'il y ait un transfert qui se fasse ailleurs. Mais j'ai bien de la mesure avec la question du caribou forestier. Pourquoi? Oui, je suis d'accord. Il faut absolument, si nous voulons conserver l'espèce, qu'il y ait effectivement des actions humaines pour pouvoir être en mesure de. Parce qu'on a prouvé que ça marchait. Là. On n'a qu'à penser aux bisons ou à d'autres espèces qui étaient en voie de disparition, qu'on a protégées, on leur a donné des aires. Je pense au Great Buffalo Wood Park dans le nord de l'Alberta, où il n'y avait presque plus de bisons. Aujourd'hui, écoute, il y en a donné. Là. Donc, on voit que ça marche. Maintenant, où est ton bémol? Mais mon bémol, c'est quand on fait cela, jusqu'à quel point on intervient dans l'élimination naturelle d'espèces. Ouais. Si il y a des espèces qui, effectivement, disparaissent pour une multitude de raisons, mais pas nécessairement juste à cause de l'activité humaine. Ouais. Et là, ce qu'on a identifié, c'est qu'on a dit qu'il y a une activité humaine qui fait en sorte qu'il y a un animal qui est en train de disparaître. Jusqu'à quel point ça, c'est vrai? Oh. Ben, écoute, moi, je pense que... Moi, c'est juste ça. Moi, je pense que la base de l'extinction de toutes les espèces et de l'espèce humaine, ça vient de l'homme. Peut-être. Peut-être, mais ce n'est pas la responsabilité. Là, actuellement, on fait porter à une industrie, entre autres, à l'industrie forestière, on fait porter un peu le blâme de la disparition, qu'on le veuille ou non, d'une espèce animale, alors que ce n'est peut-être pas nécessaire. Qu'on le veuille ou non, il n'a pas été démontré que c'est été démontré que des activités de déforestation contribuent. Ça, oui, ça a été démontré. Mais est-ce que tout ça a été démontré? Je sais qu'à un moment donné, on m'a tapé dessus du temps où j'étais journaliste parce que j'avais sorti un vieux texte écrit en 1940 par une personne qui était une autorité ou une sommité, disons, en matière de chasse et de pêche, et qui dénonçait que depuis 1910, à peu près, au début des années 1900, du caribou forestier, il y en avait l'autre bord du Saint-Laurent.
il y en avait dans le sud. Et on dénonçait le fait qu'il n'y avait plus de caribous forestiers. Les caribous forestiers étaient disparus. Et ils montaient, puis ils étaient rendus plus qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, ils commençaient à monter. Et on dénonçait justement les pratiques de chasse à ce moment-là, et non pas les pratiques de... Bon, on m'a tapé dessus parce qu'on a dit, garde ce que tu es allé chercher là. Il n'y a aucun fondement scientifique à ce qu'on avait amené. Par contre, on est capable de démontrer aujourd'hui, et le spécialiste du caribou forestier qui est à Rimouski, à l'Université du Québec à Rimouski, qui m'avait juste appelé pour me taper dessus en me disant que ça avait toujours bien pas de bon sens à leur sortie. Je sais que c'était Produits forestiers résolus qui avait sorti la brochure, j'avais publié. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, juste pour dire que l'activité humaine, oui, contribue certainement à faire en sorte que les environnements, entre guillemets, naturels de ces animaux-là se changent. Mais ce n'est peut-être pas nécessairement juste cela, OK? Et actuellement, là, on va le faire pour combien de bêtes? On ne sait pas. Ben moi, je ne le sais pas. Oui, ben, je sais qu'on a parlé il restait moins de 1000 têtes. Là. En fait, est-ce que j'ai vu la bonne information? Ouais, je ne sais pas, parce que des fois, ça se contredit, mais c'est certain qu'à un moment donné, si on veut le garder, il faut faire quelque chose. Ben, tu te souviens quand il avait été question de l'étude de Montréal là, qu'on avait tout critiqué, où on disait qu'on perdrait 2000 emplois dans la région, puis pour une soixantaine de têtes de caribous. Alors, tu comprends? Je pense que, bon, on a quand même... moi, c'est là mon malaise. En fait, je ne sais pas où me positionner là-dessus. Ouais. Mon malaise est là. Ben, moi, ce que j'aime pas de ce débat-là, c'est que j'ai l'impression qu'il faut stigmatiser les points de vue, là. T'es pour ou t'es contre, mais la réalité, c'est que est-ce qu'on peut protéger le caribou forestier en conservant l'industrie forestière? Moi, je pense que oui. Mais pour ça, il faut se parler puis arrêter de se braquer dans son coin en accusant l'autre. C'est ça, puis dire que c'est la faute juste de l'autre. Ouais. Ben là, on est vraiment tous les deux d'accord sur cette position-là. Et même, lorsque j'avais eu l'occasion de discuter avec le spécialiste au niveau donc, de la protection pour le caribou forestier, il m'avait dit, écoute, c'est effectivement à se parler, peut-être à changer certaines petites pratiques, OK, au niveau des opérations forestières, où on va réussir à trouver des façons de s'en sortir. On va réussir à se trouver des façons pour s'en sortir. Et c'est effectivement, je pense que la grosse raison, là, c'est ça. Eh bon, là, on crée une aire de 10 200 km². Qui va faire en sorte que, bon, est-ce qu'on va réussir à en conserver? J'espère. On verra ça dans les années à venir. Maintenant, je m'en vais sur la scène provinciale. Moi, je pense que dans une société, il faut avoir des débats. C'est correct d'avoir des points de vue différents. Puis je pense que c'est en confrontant nos points de vue qu'on réussit à se comprendre, qu'à s'entendre. Je viens d'en parler justement. Cependant, il y a toujours une manière de faire. Écoutez, il y a des gens qui sont contre le registre des armes à feu. Jusque-là, vous avez le droit. Vous voulez en discuter. Ils veulent manifester pour exprimer leur point de vue. Donc, pourquoi on ne devrait pas avoir de registre des armes à feu au Québec? Encore là, je pense que je respecte ça. C'est important de pouvoir se parler. Cependant, quand tu décides de faire ta manifestation contre le registre des armes à feu sur le site de commémoration de la tuerie de la Polytechnique, je pense que... Il y a des images un peu trop fortes. Bien, là, c'est... Tu sais, je veux dire, les jeunes filles qui sont mortes là, tu sais, là, ça montre vraiment un grand manque d'empathie. Dans le sens que, tu sais, je veux dire, eux, là, ils ont vécu quelque chose, ils ont vécu un traumatisme, il y a un tueur qui est arrivé. Est-ce qu'il y a eu un registre ou pas, ça aurait changé les choses? C'est même pas là la question. C'est une question de respect pour les gens qui sont décédés ou qui ont vécu un traumatisme là-dessus. Je trouve pas ça fort. Et là, ils ont dit, là, tout le monde a dit comme c'est odieux, ça n'a pas de bon sens. Ils ont décidé de changer leur manifestation de place. Ben oui, j'espère. Mais je pense aussi que vous avez perdu toute crédibilité pour apporter votre point de vue parce que vous avez démontré aucune ouverture et aucune empathie. En tout cas, je trouve ça particulier, là. Eux autres, c'est pas... c'est ça, c'est pas les... J'ai eu l'occasion
de rencontrer la semaine dernière le critique de l'opposition officielle en matière de chasse-pêche et de villégiature, mais entre autres, il a été question Ouais. du Du registre des armes à feu. On le sait, pour plusieurs sportifs chasseurs, OK, aujourd'hui, avoir une arme, il faut que tu l'aies enregistrée, puis, tu sais, on a gardé ça, c'est ça. On a gardé ça, et ce que l'on dit, c'est que ça permet de faire en sorte que, bon, tu n'as pas de casier judiciaire, mais c'est comme si il s'est interprété pour eux autres comme étant quelque chose. On est obligé maintenant de s'embarquer comme si on avait un casier judiciaire, alors qu'on n'en a pas. Ça, cet élément-là, OK, pour eux autres, c'est un élément qui est fondamental dans la liberté des individus. Si tu ne fais pas un acte répréhensif, tu n'as pas à être fiché ou casé. Donc, on devrait avoir un permis de conduire juste quand on a un accident. Quand on a un accident. Tu sais, c'est complètement débile comme réflexion. Mais tu comprends, c'est la base. C'est la base c'est pas avec ça qu'ils d'un peu, ils ne veulent plus être stigmatisés parce qu'ils ont une arme à feu. Le débat là-dessus, moi, je pense que quand on a mis de l'avant la question du registre des armes à feu, c'était, oui, comme société, de se dire, voilà les armes qui sont en circulation dans notre collectivité ou notre pays. Ils appartiennent à telle et telle personne et ils servent à telle et telle action. OK? Ça, là, le gros problème qu'il y a eu, c'est que ça a coûté les yeux de la tête pour mettre de l'avant le registre, mais indépendamment, le concept, l'idée, moi, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est sûr que c'est venu à la suite de Polytechnique. De toutes les autres 89, je 89. En 89, où on a eu cet élément-là. Mais l'action nous a amenés à le faire. Regarde aux États-Unis, ce qui se passe dans le débat des armes. Il n'y a aucun débat sur les armes à feu. Ben là, les gens les prennent puis ils se tirent dessus. Ben là, il y avait Obama qui a essayé de dire on aurait-tu le moyen d'être un peu plus contrôlant sur la question, justement, de la circulation des armes à feu et des types d'armes à feu. Je ne sais pas si tu as déjà vu les statistiques. Si tu avais un canon chez vous, ça serait mais je ne sais pas si tu as déjà vu les statistiques dans les pays, pas en guerre, là, dans les pays industrialisés, sur le nombre de morts par arme à feu par habitant. Écoute, les États-Unis, à eux seuls, ils en font plus que tous les autres pays ensemble. Regroupés. Ça n'a pas de bon sens. Puis après ça, on va dire qu'il n'y a pas d'incidence. M'excuse. Non, il y en a. Puis il y a un élément de consommation qui n'est pas justifié aussi à ce niveau-là. Là. Quand tu... Alors, statistiquement, je pense qu'ils sont rendus à 2 armes à feu par habitant aux États-Unis. Pas de bon sens. Puis là, mais on sait qu'il y a genre 60% des gens qui n'ont pas d'armes à feu. Ça veut dire que il y en a une gang qui... La 40%, il est bien équipé. Il est prêt à partir à la guerre. Non, mais c'est vraiment... Parce que moi, j'ai pas de problème à ce que tu viennes me parler de ton point de vue, puis on peut en discuter. Ouais. Mais à un moment donné, là... Ouais, mais ça, cet élément-là, comme tu l'as souligné, là, le manque d'empathie de vouloir faire une manifestation sur un lieu où, entre guillemets, on pense que c'est l'origine du registre des armes à feu et juste. C'est un élément qui a été fondamental dans le débat de la mise en place du registre des armes à feu. Mais il faut faire la différence entre il faut amener, surtout sur ce genre de choses-là. La même affaire, je reviens à ce que tu disais, l'automobile n'est pas une arme à feu, mais pour avoir une automobile, ça te prend un permis. Non, mais il n'y a personne qui se pose la question. Puis il y a différents types de permis. Si tu veux conduire un 10 roues, ce n'est pas un permis d'auto, c'est un permis de 10 roues. Puis si tu veux conduire une moto, c'est un autre genre de permis. Est-ce que quelqu'un se pose une question et dit non, moi je veux ma liberté de conduire une moto sans permis? Sans permis. Voyons. C'est tellement... c'est ni qu'une question de sécurité. Ça coûte cher. Ah, ça coûte cher. Ben oui, mais jusqu'où on est prêt à aller pour
Ça se donner une sécurité. Non, mais je comprends pas ces Cette arguments-là. Tu sais. Il y a des affaires qui coûtent bien plus cher, que ce soit les paradis fiscaux ou la gouverneure générale. On se pose des questions là-dessus? Non, mais à un moment donné, là, arrêtons de... En tout cas, je suis outré. Bon. Écoute, serais-tu déjà rendu en campagne électorale au provincial? Eh oui. Et au cas où on ne le saurait pas, là, C'est dans un an, là. depuis à peu près... En fin de semaine. Oui, puis même la fin de l'été. Ouais. Depuis la fin de l'été, on a Depuis des que dans les activités. sondages, on voit que la CAQ est en train est première dans les sondages depuis. Puis c'est pas juste, tu sais, c'est pas un sondage. Ils sont rendus à 4 ou 5 sondages en ligne là, où ils sont premiers dans les intentions de vote. Plusieurs questions là-dessus. Là. On ne va pas s'essouffler si on décolle la campagne électorale maintenant. Deuxièmement, c'est une campagne entre les libéraux et la CAQ? Parce que là, les péquistes sont... Oui, là, il faut faire attention avec en fin de semaine. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. En fin de semaine, il y avait effectivement 2 activités en même temps de ces 2 partis-là. Il n'y avait pas de manifestation ou d'activité publique pour le Parti québécois je suis d'accord, mais là, moi, mon parti, c'est le Parti québécois. Ouais. Je vois dans les sondages que je suis rendu 3e depuis plusieurs mois. Il me semble que c'est le temps de taper un peu, là, parce que les autres ont mis le gant de boxe. Hein. Oui. Je ne sais pas, c'est-tu moi qui est niaiseux? Ou ils ont décidé de faire de la politique autrement, ce qui serait très cool, parce qu'à un moment donné, on est tanné là, de la politique à la moi, libérale. ce que j'ai peur, c'est le fait de faire une campagne électorale. Ça, c'est à l'origine du fait qu'on a maintenant des élections à date fixe. OK? Et, on a des élections à date fixe. On peut les défixer si on veut, Ouais. mais On l'a vu. on l'a vu, mais on l'a vu si ça a coûté aussi. Ouais. Avec les élections à date fixe et le fait de pouvoir commencer la campagne électorale quasiment, effectivement, 1 an avant l'élection, ou à tout le moins 10 mois, parce qu'on sait que ça devrait être le 1er octobre 2018, l'élection. Le fait donc de le faire 10 mois avant de commencer la campagne électorale, ce que ça peut amener, là, c'est le genre de débat acrimonieux comme on a pu le voir avec Ville-Saguenay. Ah, oui. Ce que ça permet de faire en sorte que c'est... Parce que là, regarde, les 2 partis qui sont théoriquement en tête dans les sondages ont fait tous les 2 leur congrès et les 2 congrès sont sortis avec des résolutions majeures sur le même thème. Semblable, OK. par hasard. Mais de toute façon, les partis libéraux pigent dans les idées de la CAQ depuis déjà 4 ans. Là. Oui, puis entendons-nous sur idée, là, mais en tout cas, indépendamment de ça, il reste que les 2 partis décident. Or, la politique familiale, de fait de dire que, oui, tu vas avoir un 2e et un 3e enfant, on va te donner quelques sous de plus, et ça va permettre de faire en sorte que la natalité, pas la natalité, mais l'immigration va pouvoir le réduire, ça va... à ma connaissance, moi, si tu as besoin d'employés au moment où on se parle et puis que tu n'en as pas suffisamment, tu es obligé de faire appel à l'immigration pour le régler, je ne penserais pas que ça soit le bébé qui va naître et qui, dans 20 ans, va être disponible sur le marché du travail. Là, je pense qu'il y a des idées comme ça où il faut... Et c'est de dire aussi aux femmes, écoutez, votre rôle, là, hein? La production sociale, là, ça ne sera pas d'aller sur le marché du travail. Ça va être on sentait un petit élan de duplessisme. Oui, tu comprends? Je pense maintenant, il faut que le débat se fasse sur cette question-là. Nous n'avons pas entendu, il est vrai, actuellement, le Parti québécois aussi répondre sur la question même Québec solidaire n'a pas répondu non plus. Ouais. L'ensemble de tous les autres partis, parce qu'on n'a plus un, on n'a pas juste 2 partis, là. On en a 3 et on en a 4. Moi, ce que je souhaite, c'est que le fait de commencer quand même cette campagne électorale-là, si ça permet aux partis politiques de pouvoir expliquer pendant tout le temps de la durée, jusqu'au moment du déclenchement de l'élection, les points qu'ils veulent mettre de l'avant, OK, dans un programme,
et de le faire en mettant les idées adéquatement et permettre qu'un débat se fasse sur ces idées-là avec les autres. Ça, c'est correct, mais si c'est pour en venir, et c'est ça qui va nous arriver, on va en venir à faire des guéguerres de personnalité ou de façon d'être le meilleur leader ou pas le meilleur, ou la meilleure leader. Non, mais j'entendais, entre autres, là, cette semaine, là, Serge Simard, député du Dubuc, qui disait « On voulait faire de la politique autrement, mais on se fait attaquer, fait qu'il faut répondre de la même manière. » Je fais « Ben non! Je veux dire, si tu veux faire de la politique autrement, donne l'exemple. Mon Dieu, montre-toi plus brillant que ton adversaire. » En tout cas, bon. Non, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai... C'est ce que j'ai peur. Donc, ce que tu vas arriver, là, c'est que tu vas arriver, puis les gens, le désabusement des gens à l'endroit de la politique et le cynisme va continuer d'être présent et on va l'alimenter avec une très grande campagne électorale. C'est pas nécessairement bon pour notre Non, société. mais c'est ça, je suis en train de voir l'effet pervers des élections à date fixe, parce que moi, je trouvais ça intéressant, parce qu'avant, quand c'était à date non fixe, bien, le gouvernement trouvait toujours une plage pour qui l'avantageait. Là, maintenant, bien, il prépare cette plage-là. Maintenant, il peut quand même déclencher des élections ce printemps. Oui. Le gouvernement a encore cette latitude-là quand même, là, dépendamment de ce durant l'été, comme on a déjà vu. Oui, mais quoi que là, durant l'été, je pense qu'il faut faire... tu as raison qu'on a déjà vu, là, mais il faut faire attention. Quand on veut que les gens n'aillent pas voter. Oui, bien c'est ça, là. Je pense qu'il faut faire attention. Ça avait été vraiment de la politique de bas étage de la part de M. Charest. Mais bon, c'est une opinion. Do you speak French? Just a little bit, because I manque de pratique. Oui. Je ne sais pas si tu as vu l'espèce de Adidas, en fait, qui a rouvert son magasin et que le gérant fait comme son speech en anglais et il m'a dit quelques mots en français en s'excusant de parler français parce qu'il n'a pas le choix pour accommoder les journalistes et les dignitaires. Ouais. Hey! J'ai le goût de... Je vais rester poli, là. Y a-tu gardé sa job, lui? Oui. Et moi, là, j'enseigne la gestion de crise au niveau des médias sociaux, là. Et puis, je peux te dire qu'Adidas, là-dedans, ils ont eu un gros zéro, là. Ça leur a pris 4-5 jours réagir. Avec des plates excuses très banales. Écoute, c'est un peu gênant. C'est un peu gênant, mais ça démontre aussi comment Montréal s'anglicise beaucoup. Il y a cet élément-là, semblerait-il, que c'est un des points. Puis tu sais, l'anglicisation... Je veux juste revenir sur la question de l'anglicisation avant de prendre juste ce sujet-là. S'il est vrai que ça s'aille à Montréal et que ça s'aille même partout au Québec, il y a une forme sur l'anglicisation, il ne faut pas oublier que je pense qu'il y a la question des médias sociaux qui entre beaucoup en ligne de compte. Si tu veux aller sur Internet... OK, puis que tu vas aller t'acheter une paire de running shoes chez Adidas pour le faire, tu vas t'en aller. Ça peut peut-être être un magasin des États-Unis que tu vas frapper sur Internet. 85% du web est en anglais. Bon, bien, cet élément-là contribue peut-être davantage à l'anglicisation de toute la planète. En fin de compte, beaucoup plus que par juste la question un peu politique là, qui s'est passée. Ça n'excuse pas, par ailleurs, le geste de ce gérant, qui, de surcroît, est aussi un francophone. Mais non, c'est ça. Il est lui aussi un francophone. Or, si Adidas ne veut s'adresser qu'à la clientèle des anglophones, c'est à l'occasion rêvée, le dire juste de même, OK, mais fort probablement qu'il ne doit pas avoir un des anglophones qui vont acheter des Adidas. Peut-être qu'il va peut-être avoir moins de francophones qui vont peut-être y aller. Je pense qu'il va y avoir des impacts reliés à cet élément-là. Adidas, c'est tellement gros dans le monde. C'est évident que peut-être que Montréal les intéresse moins. Le Montréal francophone. Le Montréal francophone les intéresse moins, mais on verra leur chiffre d'affaires. Peut-être qu'ils sont obligés de faire comme d'autres types de chaînes comme ça et de fermer les magasins plus tard. Yes, sir! Mais c'est vraiment inexcusable. Une attitude comme ça, c'est une attitude de rejet d'une réalité quand même si on procède à une forme
comme on le disait, là, d'anglicisation de nos sociétés peut-être un peu plus grande. Je ne sais pas si tu as vu les changements qu'on va faire au niveau de la conduite automobile, le code de la route. En fait, plusieurs changements. Entre autres, on devra mettre nos pneus d'hiver à partir du 15 novembre au lieu du 15 décembre, ce qui est une bonne idée. Là. Moi, c'est mis depuis déjà la deuxième semaine d'octobre. Changement aussi pour les jeunes conducteurs qui ne pourront plus conduire la nuit. Les points de démérite aussi pour les textos volants. Pas les points de démérite, mais les amendes vont être doublées au niveau du téléphone au volant. On vise beaucoup les jeunes contrevenants. Pas le droit, ceux qui vont avoir des permis temporaires n'ont pas le droit d'avoir plus que 3 personnes à l'intérieur de leur véhicule. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Là, C'est tout ça qui va régler le problème? Je le sais pas. OK? Oui, le texto au volant ou répondre au cellulaire alors que tu es au volant, ça nous est pas mal. Moi, ça m'est déjà arrivé, puis Dieu sait qu'on est sensibilisé à ne pas le faire. Tu as fait ça? Ben oui, tu veux qu'il sonne le carrosse à côté de toi, puis tu le prends, puis tu dis « Oui, salut, gars, je t'ai conduite. Tu pourrais-tu arrêter de conduire, là? Faudrait qu'on se parle. » Non, mais il reste que je ne sais pas si c'est en augmentant des amendes ou en étant encore demandant aux policiers d'être encore plus vigilants. Mais tu vois, en même temps, regarde l'alcool au volant, c'est ça qu'on a fait. Ouais. Puis, veux pas, moi je trouve que ça a fonctionné. Je vois les jeunes aujourd'hui qui sont beaucoup plus responsabilisés que moi je pouvais l'être à l'époque quand j'étais jeune et que mon père pouvait l'être d'ailleurs. Mais tu as eu, oui, la question des amendes augmentées, bon, puis des contraintes reliées à ça. Ça, c'est vrai. Mais il y a eu aussi une énorme campagne de sensibilisation. Puis là, regarde, aujourd'hui, on la greffe maintenant avec le cannabis. Même avec le téléphone aussi. Le téléphone puis, aussi. Mais ces campagnes-là, je pense, peuvent avoir une influence encore plus grande que juste le fait de te voir... c'est sûr que quand tu perds ton permis de conduire... Puis là, ça va être encore plus sévère pour les multirécidivistes, entre autres, de l'alcool au volant. Mais ça, statistiquement, on voit que ce n'est pas les jeunes qui sont les récidivistes. Exact. Les récidivistes sont plutôt les gens d'une tranche d'âge plus élevée qui ont décidé qu'ils ne changeaient pas leur habitude de vie. Et ouais, mais tu vois aussi qu'il y a dans les récidivistes qui ils n'ont plus le permis, puis ils conduisent quand même encore. Bon, tu comprends? Il y a un problème. Oui, c'est vraiment un problème qui relève et de l'éducation et du comportement d'un individu qu'il faut aller travailler. Là. Sauf qu'à un moment donné aussi, il y a un problème. Là. Quand tu fais 7 fois que tu es pris en état d'ébriété, c'est parce que les peines ne sont pas assez sévères. Là, parce que là, la personne ne comprendra pas. Là. Moi, Mais je ne sais pas si c'est une question. C'est ça. Mais tu fais quoi? Tu peux pas garder quelqu'un à côde la personne à la regarder non-stop ou... Bien, je veux dire, c'est l'emprisonnement, c'est d'arrêter de conduire, c'est de l'empêcher. On est pogné entre c'est quoi la liberté d'un individu on l'oblige à déménager dans une ville sèche. Oui, il y aurait peut-être ça. OK, dernier petit sujet, il nous reste 4-5 minutes. Parlons donc de la Corée du Nord qui a relancé un missile balistique. Et là, ils l'ont lancé en hauteur. Hein, puis les spécialistes disent que s'ils l'avaient lancé dans un angle plus précis, il aurait pu atteindre Washington. Il aurait pu se rendre. Tollé de tout le monde, le Japon, les États-Unis, on va vous régler votre cas. La Corée du Nord sont bien fiers d'être enfin une puissance nucléaire mondiale. La Corée du Sud a peur, et c'est normal parce que ça risque d'être elle qui va payer. D'ailleurs, là, ma réflexion va aussi sur, tu sais, dans 3 mois, 2 mois, c'est les Jeux olympiques à Pyeongchang, en Corée du Sud. Oui, en Corée du Sud. Moi, je pense qu'il ne se passera pas grand-chose avant les Jeux olympiques et après les Jeux olympiques. Ou ça va se passer durant les Jeux olympiques? Peut-être, peut-être. Mais à un moment donné, il va se passer de quoi de grave, là. Ouais. Puis hier, Trump disait on s'en occupe. Oui, mais Trump, il parle, mais ouais. Mais là, moi, le réel problème, il y a un réel problème entre la Corée du Nord et les États-Unis. Clairement, il y a un réel problème dans ces deux pays-là. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'il y a 2 personnalités de chefs qui sont à la tête de ces 2 pays-là qui ne peuvent pas faire autrement
Ils sont que durs à nous raisonner. conduire vers la catastrophe. Oui, c'est vrai qu'ils sont durs à raisonner. Moi, le problème, là, c'est pas... Ça va nous conduire vers une catastrophe. Ouais. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il va falloir vers... C'est sûr qu'on ne peut pas intervenir puis aller directement puis aller leur faire la guerre dans leur pays pour les empêcher de faire des choses. Mais le problème, là, c'est que pour répondre à une menace atomique, moi, ce que j'ai peur, c'est que l'autre aussi réponde avec une menace. Avec non pas une menace atomique, mais avec une arme atomique. Tu sais à quoi ça me fait penser, ça? Oui, ça me fait vas-y. penser au conflit des concessionnaires automobiles qu'on a eu ici. Pendant 3 ans, on a fait à craindre qu'on voulait se parler, mais on faisait juste s'envoyer des insultes. Puis là, c'est la même affaire. Tout le monde dit on est ouvert au dialogue, papa, mais au bout du compte, c'est pas vrai. Là. Tout ce qu'on fait, c'est s'invectiver. d'une part à l'autre. C'est de s'invectiver. Et le problème, c'est de s'invectiver avec... tu sais, regarde, ils s'envoient aux toilettes chacun, hein, d'un bord et de l'autre. Ouais. C'est pas de même que tu vas... C'est pas de même qu'on fait de la politique non plus, en tout cas. Mais c'est ça qui est dangereux. C'est vraiment... Moi, ça me préoccupe énormément que deux personnalités politiques avec les caractères qu'ils ont là, en arrière. Je me souviens... dans les premières émissions que l'on faisait de Qu'en pensez-vous dans le temps, je ne me souviens pas si on avait ça, mais il y avait, j'étais avec Patrice Bouchard et on parlait de la venue du jeune dont je n'ai jamais su son nom, là, le jeune de la Corée du Nord qui venait. Et j'avais fait la réaction en disant à Patrice, j'ai dit, sais-tu Patrice, à quoi ça me fait penser? J'ai dit, il n'y a pas un chat qui parlait que parce que tu voyais arriver Hitler au pouvoir dans les années 30 en Allemagne, que ça nous conduirait vers quelque chose. Tout le monde le prenait pour un fou, tout le monde le prenait. J'ai dit, lui, c'était la même affaire, tout le monde. J'ai dit, moi, là, j'ai dit, ce type de personnalité-là, là, ça me fait peur. Il ne faut pas oublier qu'en Corée du Nord, tu es dans une dictature, tu es dans une place où un individu qui va se lever le matin, c'est lui qui va décider du sort de son pays, parce que s'il s'est levé sur le pied gauche au lieu du pied droit, bien là, tu viens d'en baver toute ta vie. Bien, ça, Pas c'est si c'était avec toi que j'en parlais, mais quand son oncle, il n'était pas d'accord avec son oncle, il l'a fait arrêter pour trahison. Il l'a attaché à un poteau, puis il l'a fait tirer par un missile lancé d'un jet. Et voilà. Là-dessus, merci beaucoup, M. Simard, de cette belle heure d'actualité. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Et on se dit à la semaine prochaine pour notre tout dernier Qu'en pensez-vous avant le temps des fêtes. Passez une belle semaine!